Ekondi Akala, voilà. Monsieur Ekondi Akala, membre du comité central, la nuit ou disons le jour où monsieur Marien Gwabi décède, et Sassou Nguesso, qui tout de suite s'était proclamé comme étant effectivement le successeur, appelle tous les membres du comité central. Monsieur Ekondi Akala raconte, c'est dans les vidéos, hein, vous pouvez regarder. Il raconte que quand il arrive là-bas, effectivement, il voit Sassou Nguesso descendre, et quand il descend, il voit donc Massamba Deba. Le monsieur Ekondi Akala dit que non, c'était le papa d'un de mes amis, c'est-à-dire le président Massamba Deba. Et quand Sassou Nguesso descend, voit Massamba Deba assis, il lui donne des coups de pied. Il donne des coups de pied à l'ancien président pour dire, mais pourquoi vous lui avez donné une chaise? Je ne sais pas si vous voyez le côté humain. Un ancien président, celui qui se dit donc le successeur de Marien Gwabi, donne des coups de pied, disons, à Massamba Deba et la chaise pour qu'effectivement il tombe à terre. Nous devons chaque fois faire un effort pour tirer les leçons de ce qui s'est passé dans le passé, ce que nous avons vécu, disons, dans le passé, dans ce pays. Monsieur Sassou Nguesso utilise les mêmes méthodes, je dis bien les mêmes méthodes. De toute façon, il se dit lui-même, mais pourquoi écarter une méthode, disons, qui donne de bons fruits, de bons fruits? C'est ce qu'il fait. Mais c'est à nous de dire, ben, ça, c'est déjà vécu. Donc, que ce soit la question, disons, de l'impôt, voilà. Que ce soit la question de la manipulation, disons, des familles, et que ce soit effectivement, nous allons le voir là, disons, l'utilisation de l'argent pour simuler, disons, effectivement, une crise financière, ou alors, disons, l'usage de la force pour l'instabilité et donc l'intervention obligatoire, disons, de l'armée sur la sphère politique, ça fait partie des constantes dans l'exercice et le maintien au pouvoir de M. Sassou Nguesso. Bonjour, professeur Félix Bakundampele. Bonjour Christian Perrin, vous allez bien? Oui, je vais bien, merci, professeur. Enseignant, chercheur, juriste, politologue et constitutionnaliste, vous avez certainement suivi la sortie médiatique avec insistance de maître Robert Bourgi. J'en retiens plutôt le volet qui concerne le Congo-Brazzaville où Denis Sassou Nguesso, selon Robert Bourgi, a financé la campagne présidentielle de Jacques Chirac en France. Ce n'est qu'un secret de polichinelle, c'est des choses connues de tout le monde. Devrait-on rappeler également la République des Mallettes, une enquête de Pierre Péan, ça vous dit? Les Pandora Papers, Panama Papers, le scandale Orient Oil et bien Malaki. Bref, ma question, existe-t-il un État au Congo-Brazzaville sous Denis Sassou Nguesso qui partage à tour des bras des centaines de milliards de francs CFA d'argent du contribuable congolais sans l'aval, sans l'autorisation du Parlement? J'invoque ici l'article 17 de la Constitution d'ici novembre 2015. Il n'hésite pas non plus à voler, à détourner des milliers de milliards qu'il planque dans les paradis fiscaux, dans les caisses de l'État congolais qu'il gère d'ailleurs comme une épicerie familiale. Existe-t-il vraiment un État au Congo-Brazzaville sous Denis Sassou Nguesso? Cher Christian, ce qu'il faut dire au-delà de ce que vous venez de citer, c'est que en fait, il n'y a aucun sale dossier, je dis bien aucun sale dossier dans la France-Afrique dans lequel M. Sassou Nguesso n'y est pas. Il est dans tous les dossiers sales. C'est d'abord le principe qu'il faut poser. Que vous preniez, disons, l'arrivée au pouvoir par coup d'État, ben, effectivement, disons, les crimes massifs, Pandora Papers, Panama Papers, ben voilà, nous avons chez nous, effectivement, cette affaire, disons, des disparus du beach, les mallettes de la République, donc l'ouvrage, effectivement, disons, de Pierre Péan, dont il faut dire aujourd'hui qu'en fait, il avait été, en quelque sorte, pas inspiré, mais je vais dire alimenté par M. Robert Bourget. Bon, donc, Sassou Nguesso est dans tous les dossiers qui concernent la France-Afrique. Et au-delà même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un sale dossier dans lequel effectivement l'Afrique est décrite et où Sassou Nguesso n'y est pas. Donc, chez lui, c'est effectivement, disons, une constante. Ça, il faut le dire dès le départ. Maintenant, pour le reste, ben oui, est-ce que nous sommes encore dans un État? Quand quelqu'un arrive, disons, au pouvoir par coup d'État, un coup d'État comme celui-ci, comme celui-là, mais disons, la lecture immédiate, c'est que c'est le rejet de l'État, c'est le rejet du droit, c'est le rejet, effectivement, de la conscience, je vais dire, voilà. Bref, M. Sassou Nguesso, je vous l'ai déjà dit dans le passé, c'est un gangster.
C'est nous qui nous posons souvent des questions du genre, oui, non, non, non. Lui, il assume. Mais Et avec attendez, nous, professeur Félix Bakunda Pelé, n'est-ce pas que vous allez un peu trop loin, un gangster? Peut-être qu'il faut définir c'est quoi un gangster. Et là, les téléspectateurs vont comprendre. mais cher Christian, je pense qu'aujourd'hui, il y a un temps, c'est-à-dire il y a 10 ans, 15 ans, ben, je veux dire, quand on disait ce que je viens de dire, les gens pouvaient dire, oui, moi également, j'ai des relations de partout dans le monde. Et parfois, on me pose la question, pourquoi vous le dites, pourquoi vous l'appelez gangster? Je dis, mais quand j'essaie, disons, de rappeler ce que nous disons de temps en temps, ils disent, il a fait tout ça. Je dis, mais regardez, allez-y tout simplement. Aujourd'hui, c'est très facile puisque le monde, c'est un grand village. Allez-y tout simplement, je vais dire, je leur donne des dates. Et ils regardent, ils me posent la question, mais comment il a pu faire tout ça? Et cher Félix, comment est-ce que les Congolais laissent faire? C'est comme ça. Monsieur Sassou est un gangster pour la bonne et simple raison, mon cher Christian, c'est que nous savons que ben, nous étions entrés dans le système démocratique. Quand, mon cher Christian, on vous rejette par les urnes et que vous revenez par la fenêtre, en criblant tout autour de soi, en prenant des armées étrangères, en venant effectivement les mettre, disons, je vais dire, disons, les répandre, disons, dans son territoire pour tuer vos compatriotes. Comment on appelle ça? Rien que ça. Rien que ça. C'est déjà gros. Mais c'est pas, je vais dire, disons, le plus marquant. C'est que, ben, effectivement, disons, le criblage, disons, des théories dures des années. Et puis, ben, il instaure, je vous l'ai déjà dit, Christian, il instaure effectivement, disons, une camorra au sein de son pays. Hein. Je pense, Christian, que on s'est tellement habitué qu'on ne se rend plus compte, disons, à quel niveau nous sommes. Un individu qui arrive, qui instruit, disons, installe un système de pillage systématique de son pays. Je ne sais pas comment faut-il appeler ça. Si vous dites ça à quelqu'un qui, malheureusement, par exemple, pour ceux qui sont à l'étranger, ben, je vais dire, ils ne font pas attention. Ils ont du mal à croire, c'est le plus souvent à cela que je meurs, mon cher Christian. Ils ont du mal à croire qu'un individu a pu faire tout ça. Donc, aujourd'hui, l'avantage, c'est que chaque fois que nous faisons, par exemple, des interviews, eh ben, nous habillons, c'est-à-dire que nous illustrons pour que les gens puissent se rendre compte. Dans le fait que M. Sassou Nguesso soit, disant, gangster et de grand gabarit, ça ne souffre pas d'équivoque. Demain, après-demain, nos petits-enfants ne croiront pas qu'un individu ait pu faire ça, que l'élite l'ait suivi et que la population soit restée. La population encore, je dis, elle bénéficie des circonstances atténuantes. Je le dis toujours, mon cher Christian. Les Congolais se sont bel et bien révoltés au lendemain, disons, de l'arrivée de M. Sassou Nguesso. Une année après, en 98, ils se sont également révoltés. Et la répression a été, je vais dire, radicale, puisque nous savons que entre les morts, effectivement, au moment de sa conquête du pouvoir, c'est-à-dire donc l'été 97, octobre 97 plus précisément, et l'année qui a suivi, c'est-à-dire 98, la répression avait été de très loin beaucoup plus grave que celle, disons, de la conquête du pouvoir. Donc, tout cela, c'est dans l'actif, dans le passif de M. Sassou Nguesso. Voilà. Oui, mais Donc, pardon, je pense professeur, lorsque vous dites que certains partenaires sont surpris et parfois se demandent comment on a pu laisser le faire jusqu'à ce point, est-ce parce que les médias n'en parlent pas trop ou bien parce qu'il a réussi aussi à dompter les médias, c'est ça? bon, faut quand même bien périodiser la situation, mon cher Christian. Entre celle de 97-98 principalement et celle, disons, d'aujourd'hui, il y a une très, très, très grande différence. Le fait que les médias n'étaient pas popularisés en 97-98, je pense qu'une fois dans une des interviews, je vous ai expliqué qu'en 97-98, s'il y avait effectivement, disons, ces possibilités de l'heure, eh ben, je pense quand même que la France qui l'a soutenu l'aurait lâché. Parce que quand on dit des centaines de milliers de morts, il y a des gens qui doutent. Moi, j'ai des gens qui disent, mais Félix, vous n'exagérez pas. Je dis, mais un instant. Mais qu'ils prennent d'abord les rapports, disons, des organisations humanitaires. Les rapports des organisations humanitaires, non, ils n'ont aucune raison, je vais dire, disons, d'accorder M. Sassou Nguesso. Voilà. Les rapports, c'est-à-dire que au lendemain, principalement, disons, des disparus du beach, toutes les organisations humanitaires ont produit des rapports qui sont accablants. Nous avons le patron de survie qui suivait cette situation, c'est-à-dire M. François-Xavier Verschard, qui effectivement, disons, a fait une communication pour dire, ah non, 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 là, on a atteint un degré insupportable qui ne peut pas, disons, autoriser à n'importe qui de se taire. Nous avons, disons, cet expert, disons, français qui a effectivement dit auprès de M. Yves Calvi que non,
le Congo a perdu plus de 10% de sa population. Je vous ai également dit à un prêtre, disons d'origine suisse, M. Lucien Fabre, qui se rendant compte que non, 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 ça atteint effectivement des niveaux intenables, s'est déplacé. La Suisse est venue rencontrer M. Jacques Chirac pour dire, c'est vous qui avez effectivement initié le retour de M. Sassou Nguesso au pouvoir. Arrêtez cela. M. Lucien Fabre, c'est un prêtre, qui était installé principalement à Dolisie, qui a dit non, 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 les crimes ont atteint un degré insupportable. Donc, Christian, c'est-à-dire on répète les mêmes choses, les crimes massifs, l'arrivée au pouvoir par coup d'État, je veux dire le non-respect des constitutions, des constitutions, pas de la constitution, mais des constitutions. Comme ça, il les reproduit. Je pense, Christian, quand on compare avec d'autres, je veux dire, disons, à d'autres, disons, de son genre, je l'ai toujours dit, M. Sassou n'a pas d'égal. Donc, Alors, vous dites, l'appellation de pardon, gangster, professeur, Monsieur Sassou n'a pas d'égal. D'ailleurs, il y a un autre prêtre qui disait ce qu'il a vu au Congo-Brazzaville, il n'a jamais vu ça, même pas au Rwanda, alors qu'il a fait la mission du Rwanda, lorsqu'il y a eu génocide. Et donc, vous dites que Monsieur Sassou n'a pas d'égal, en sorte, il n'a aucune limite morale, c'est-à-dire, comme qui dirait, ni foi, ni loi. C'est quelqu'un qui se permet tout, il n'a pas de limite. quand on prend les critères qui généralement animent un homme d'État, c'est-à-dire le sens de l'État, le sens du droit, l'humanité, M. Sassou Nguesso est un inculte. C'est-à-dire qu'il ne connaît rien de tout ça. Mais le plus grave, ce n'est pas cela, disons, cher Christian Parent. Le plus grave, c'est pas ce... Le plus grave, c'est que, à la suite de tout cela, il est, je vais dire, disons, tranquille, il est serein, comme si c'était un détail. Comme si c'était un détail. Christian, je dis toujours, les crimes, c'est pas moi, c'est pas votre serviteur, c'est pas aujourd'hui les Congolais. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui n'y faisaient pas, qui n'y accordaient pas d'attention. Mais après, quand effectivement ils ont commencé à avoir des signes, ils ont plongé effectivement dans la lecture des archives. Les archives existent sur tout ce que nous disons. Voilà. Donc, non. C'est-à-dire que si chez lui, ce n'est pas un problème. Je dis toujours, il est, je veux dire, disons, intellectuellement, je veux dire, culturellement, innocent face à ces crimes, face à la situation dans laquelle il a mis notre État, face à la situation, disons, dans laquelle il multiplie les constitutions, face à la situation, disons, devant laquelle les Congolais vivent dans la misère. C'est incompréhensible, cher Christian. C'est incompréhensible qu'un Congo, un pays qui a connu trois booms pétroliers, parce que les booms pétroliers, c'est uniquement au moment où il est au pouvoir. Ce pays qui n'a que 5 millions d'habitants, 6 millions, disons 140 000, selon effectivement les dernières statistiques démographiques fabriquées, il faut bien le dire, que ce pays-là, disons, vit dans une misère, disons, indescriptible comme celle du Congo. C'est inimaginable, c'est inexplicable. Rationnellement, c'est intenable. Il n'y a que la petite élite, disons, qui est autour de M. Sassou Nguesso qui peut vivre avec un individu comme celui-là. Donc, non, le mot gangster, je persiste à dire moi-même que c'est un euphémisme. Ce n'est pas exactement à la hauteur de ce qu'est M. Sassou Nguesso. Ça, c'est permettre. Demain, il s'en ira, comme vous et moi. Les Congolais, ben, aujourd'hui, heureusement, ben, effectivement, les images, tout ne peut plus disparaître. Ben, ils se rendront compte que, franchement, on n'avait pas tout dit de cet individu. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire. Voilà. Monsieur Sassou Évidemment, lorsque Nguesso, vous disons, parlez, évidemment, vous décrivez en fait qui est Denis Sassou Nguesso. Voilà qui nous fait penser évidemment à la crise financière actuelle où on dit au Congo, les caisses sont vides, un pays producteur du pétrole, c'est difficile à croire. Et nous produisons également, nous vendons du bois, nous avons les minerais. Et quelqu'un, un observateur bien sûr, se posait la question de savoir si réellement Sassou Nguesso vit avec les Congolais et qu'il connaît réellement le quotidien des Congolais. Après, il se disait, il ne croyait pas parce que il avait même l'impression que finalement, c'est un choix délibéré du régime Sassou Nguesso d'étrangler financièrement les Congolais. Est-ce que vous croyez à la crise financière actuelle au Congo-Brazzaville? cher Christian, objectivement, personne ne peut croire à la crise financière. C'est pas possible. Ne fût-ce que parce que dans les différentes lois de finances, effectivement, disons qu'ils projettent eux-mêmes, disons qu'ils proposent eux-mêmes, ben, quand vous d'abord projeter, pourquoi je dis projeter? Parce que, bon, dans la loi de finances, il y a deux étapes. Il y a l'étape a priori et puis il y a l'étape a posteriori. C'est-à-dire, quand on voit les projets, eh ben, généralement, il y a un excédent budgétaire. Un excédent budgétaire, c'est-à-dire que
voilà les dépenses, voilà les recettes, et généralement, les dépenses, a priori, sont inférieures, effectivement, par rapport aux recettes. Ben, ce qui veut dire, et quand il les prépare, c'est-à-dire on arrive effectivement, la principale ressource du Congo, c'est le pétrole, et généralement, ils ont pris quand même l'habitude, par une longue expérience, à effectivement, disons, prévoir des rentrées, disons, pétrolières, des recettes pétrolières inférieures à ce que l'on peut attendre. Et ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'en cours d'année, le prix du baril du pétrole est supérieur, relativement supérieur, disons, à ce qu'ils avaient prévu. Ce qui veut dire que logiquement, je veux dire logiquement, donc a posteriori, c'est-à-dire donc à la fin de l'exercice budgétaire, on devrait constater que, disons, peut l'excédent avoir budgétaire un devrait même excédent être budgétaire. supérieur à celui qu'ils avaient prévu en amont. Oui, c'est ça. Donc, du point de vue, c'est-à-dire technique, la loi de règlement, c'est-à-dire celle qui vient effectivement vérifier la conformité de l'exercice budgétaire par rapport au projet, devrait constater qu'il y a eu un peu plus d'excédent budgétaire que ce qu'ils avaient prévu. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire, il y a le projet de loi, donc, a priori, et puis à la fin de l'exercice, il y a la loi de règlement qui intervient, c'est-à-dire, en fait, la loi de contrôle budgétaire qui intervient pour venir vérifier si effectivement l'exécution du budget s'est fait conformément à ce qui avait été prévu. Donc, dans la logique, dans l'objectivité, il devait y avoir un excédent supérieur à ce qui avait été prévu en amont. C'est le travail de la loi, même si moi, j'ai enseigné les finances publiques pendant 3 ans. Ce que j'avais constaté, c'est quoi, mon cher, disons, Christian? Ce que j'avais constaté, c'est que le plus souvent, la loi, la fameuse loi de règlement n'intervenait pas. C'est-à-dire que l'exercice qui consiste pour les parlementaires à vérifier la conformité de l'exécution du budget de l'État par rapport, disons, au projet. J'avais constaté, disons, c'était, disons, à la fin des années 90, à la fin des années 80, pardon. J'avais constaté que la loi de règlement n'intervenait pas. Ou parfois, quand elle intervenait, c'était 3 ans. Mais la loi de règlement, c'est le contrôle. Si ça En intervient fait, c'était 3 ans une après, vous ne pouvez façon plus contrôler. d'occulter l'exécution du budget, c'est-à-dire parce qu'ils savaient que finalement, il y avait des détournements, il fallait occulter tout cela. Bien entendu, cher Christian. Pourquoi? Bon, du point de vue des principes, la loi de règlement ne peut pas intervenir plus d'une année après l'exécution du budget. Oui. C'est-à-dire que prenons l'hypothèse, par exemple, du budget, disons, 2024. Une fois qu'on a effectivement adopté la loi, donc la loi, par exemple, budgétaire, disons 2024, au plus tard, fin 2025, la loi de règlement doit être intervenue. C'est-à-dire le contrôle, disons, parlementaire sur la conformité de l'exécution du budget par rapport aux prévisions doit être intervenu pour avoir encore tout le chiffrage, disons, à portée de main. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est-à-dire, donc, le gouvernement, Sassou 1, comme on l'appelait pour être précis, ils faisaient de telle sorte que ce contrôle parlementaire n'intervienne pas, disons, dans l'année qui suit. Pour effectivement les raisons que vous venez d'avancer, c'est-à-dire de telle sorte que ça n'ait pas lieu. Et quand, disons, cette loi de règlement, c'est-à-dire ce contrôle, intervient plus d'une année après, ben, effectivement, ce n'est plus possible de faire un contrôle, je vais dire, digne de ce nom. Donc, c'était fait volontairement. Donc, une façon de dire que moi, je suis surpris parce que j'essaie de voir là ce qui se passe. Bon, on pouvait effectivement interpréter cela autrefois du fait que c'était le parti unique, c'est-à-dire que les mêmes qui sont dans l'exécutif sont également effectivement dans le législatif. C'est le parti unique, donc ça n'intervient. Mais après, Christian, si effectivement les fameux parlementaires savent un peu ce que c'est que le rôle, disons, de parlementaire, il y a de quoi se poser quand même la question où est-ce que nous allons? Mais enfin, tout ça, je pense que c'est pour essayer de comprendre. Où La est-ce que nous allons? vérité, nous la connaissons. Évidemment, donc on constate bien que ce sont des vieilles pratiques qui continuent jusqu'à Tout à maintenant. fait. Et C'est ce bon, qu'il c'est faut dire. facile, hein. Je voulais juste expliquer à nos jeunes Congolais que C'est vous êtes en train de dire la loi des finances 2024 qui prévoyait un certain nombre, évidemment, au niveau des recettes, bien sûr, et des dépenses, avait été établie sur la base d'un baril à 75 $. tout Il à se fait. trouve que le pétrole congolais s'est très bien vendu, s'est très bien comporté sur le marché. Il a été même vendu à 82, sinon plus, 82 $. Donc, naturellement, il devait avoir beaucoup plus d'argent et plus d'excédents budgétaires. Mais curieusement,
on vient présenter plutôt un déficit. Et c'est là où ça devient un peu difficile à comprendre. Et c'est tout le monde qui se pose donc la question de savoir où est donc passé l'argent de la vente du pétrole. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est, je crois, en fait, la ressource principale de l'économie congolaise. Où est passé tout cet argent? Et c'est la question que je vous posais tout à l'heure, de savoir si c'est un choix délibéré finalement du régime Sassou Nguesso d'étrangler les Congolais, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un pays comme le Congo puisse manquer de l'argent jusqu'à ce niveau. Sans compter par rapport effectivement à cette embellie pétrolière du prix du baril du pétrole contre-temps. C'est-à-dire entre le moment où ils avaient adopté le projet du budget 2024, il y a eu la découverte effectivement de notre gisement, où le Tout à patron, fait. disons, Oui. de Total Énergie s'est Total déplacé au Énergie. Congo-Brazzaville. Voilà, donc, il faut intégrer cet élément-là. C'est-à-dire au-delà des prévisions, disons, pour le projet et de l'embellie, disons, du prix du baril du pétrole, il y a eu un nouveau gisement qui a été mis en marche. Vous connaissez effectivement cette déclaration, disons, du patron, disons, De de Total Total. Énergie, M. Pouyanné, Patrick voilà, de Pouyanné, Total oui. Énergie, voilà, donc qui dit que, ben, effectivement, c'est une bonne nouvelle pour le Congo. Ben, un instant, lui, il annonce une bonne nouvelle. Dans la pratique, ce que nous allons vivre, c'est une mauvaise nouvelle. Je veux dire que c'est tout à fait le contraire de ce que disait, annonçait solennellement, effectivement, M. Patrick Pouyanné. Ben, ça veut dire quoi? Non, cher Christian, je le répète mille fois, je répète, et je le redis quand même. M. Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir avec l'idée qu'il fallait qu'il sanctionne les Congolais dans son narcissisme, dans sa haine du Congolais, de par le fait que les Congolais lui avaient donné une sanction sévère en 92, ce qui se fait partout par le monde, c'est-à-dire que c'est l'inverse qui aurait été surprenant. Quand un individu, un chef d'État, disons, gère mal son pays, c'est tout à fait normal que la sanction intervienne. Mais M. Sassou Nguesso, dans son narcissisme, dans, je vais dire, disons, son irrationalité, a toujours considéré que c'était un rejet, je vais dire, disons, qui n'avait pas de sens. Il est allé plus loin parce que, je rappelle, quand effectivement il rentre au Congo le 26 janvier 97, il est interviewé par Jeune Afrique. M. Sassou Nguesso interprète effectivement la sanction qui lui avait été donnée en 92 comme étant le fait du tribalisme. Oui, quand même, je vais dire, disons, le degré d'irration de cet individu. Hein. Quand tu gères mal, on te sanctionne. Voilà. Hein. Quand tu gères mal, on te sanctionne. C'est tout à fait objectif. Mais M. Sassou Nguesso ne considère pas qu'il a mal géré. M. Sassou Nguesso ne considère pas que c'est tout à fait normal qu'on lui donne une sanction. Il va chercher, effectivement, disons, l'explication dans ses démons. C'est parce que, effectivement, il était issu d'une ethnie minoritaire qu'effectivement, il avait été sanctionné. Et quand, effectivement, un individu refuse de lire la réalité objective et universelle, ça donne quoi? Ça donne ce que nous voyons. Et ça fait qu'aujourd'hui, il a effectivement établi, enraciné l'apartheid, disons, à tous les niveaux. Hein. La dernière fois, je vous disais, comment peut-on expliquer que le petit village, l'expression est de lui, le petit village de M. Sassou Nguesso, qui a moins de 20 000 habitants, il le divise en deux. Ça devient donc effectivement deux collectivités différentes en quatre députés, je dis bien quatre députés, et que la troisième ville du pays, c'est-à-dire Dolisie, ait deux députés. Vous allez l'expliquer comment? L'Assemblée le sait, les membres de la fameuse Cour constitutionnelle le savent, les élites congolaises le savent, que c'est flagrant. Comment pouvez-vous expliquer? On a reçu encore, disons, les images de cette fameuse troisième ville, que ben, dans cette troisième ville, ben, les agents de la morgue se sont effectivement en grève. Vous avez vu ces deux jeunes gens, effectivement, ces deux adolescents qui disent oui, voilà, ne mourrez pas pendant cette période, sinon on va vous mettre, disons, dans un congélateur. Oui, Ben non, curieusement, mais si ils ça se... revendiquent 76 mois d'arriéré de salaire. Vous Mais entendez écoutez, ça? mais 76. écoutez, c'est les jeunes gens qui rapportent. Comment va-t-on expliquer cela, mon cher Christian, que la troisième ville du pays soit dans cet état? Pour la bonne et simple raison que non, c'est la ville d'origine de son prédécesseur. Hein? Dolisie paye le fait que ben, c'est la ville d'origine de M. disons, Pascal Issoula et qu'il faut sanctionner Dolisie. Donc vous avez la réponse là. M. Sassou Nguesso est dans une revanche depuis 27 ans. Depuis qu'il est de retour, disons, il ne fait que ça. Comment pouvez-vous expliquer, cher Christian, que l'une, disons, l'un des plus grands hôtels
les plus grands hôtels du Congo, soit disons dans le petit village de M. Sassou Nguesso. Comment pouvez-vous expliquer ça? Hein? L'un des plus grands hôtels de 5 étoiles, l'hôtel Alima, si je ne me trompe pas, dans le petit village. Mais qui va aller fréquenter? Écoutez, le patron, disons, de cet hôtel, qui est un Français, dit lui-même, mais c'est la faillite, que, effectivement, les dépenses, bien que l'entretien coûte plus cher que, ben, qui va aller, Il effectivement? y a Donc, aussi oui, l'aéroport, hein, le deuxième, le plus grand tout à aéroport, fait. le deuxième, au Lobo. Donc, je vous ai parlé d'un apartheid, disons, systématique. Ça, c'est le fait d'un individu qui fonctionne dans l'irrationalité la plus complète. C'est inexplicable. Voilà. Donc, du point de vue de la raison, du point de vue de l'État, du point de vue du droit, du point de vue du simple bon sens, M. Sassou Nguesso, Alors, c'est un cas. dans le même sens, puisque nous parlons de la crise financière, vous avez dit que vous n'y croyez pas, le Congo ne peut pas manquer l'argent. Alors, donc, cela veut Personne ne dire dit ça. ils ont presque tout raflé, c'est ça qu'il faut dire. Ils ont détourné, sinon volé tout l'argent, puisqu'ils disent qu'il n'y a plus rien dans les caisses. Alors que les calculs, les petits calculs, bien entendu, dès que pour tout observateur, se rendra compte que le Congo ne peut pas manquer l'argent, parce que tout à l'heure, on l'a dit, une loi des finances basée fait sur la base d'un baril de dollars, baril de pétrole plutôt à 75 dollars, et que le pétrole s'est bien vendu. Il y a eu même la découverte d'autres puits, et qu'on dise qu'il n'y a plus d'argent, soit. Donc la population en train de trimer, comme qui dirait, permettez-moi le terme, et c'est dans ce contexte qu'on veut imposer, pas on veut, mais encore là, il faut qu'on vérifie l'information, qu'on impose la taxe, ce qu'ils appellent un impôt de solidarité nationale de 1200 francs CFA à souscrire, bien sûr, dans les appels, l'achat des crédits de téléphone ou Internet. Bon, après, nous avons appris que le ministre Ludovic Ngati, qui avait initié évidemment ce point, a envoyé une lettre, a adressé des lettres à l'Assemblée et au Sénat pour retirer évidemment cette taxe. Mais restons d'abord sur le principe, le fait d'initier une telle taxe. Quel commentaire en faites-vous? Cher Christian, j'étais estomaqué quand j'ai entendu, comme la plupart de nos compatriotes. D'abord, en raison du contexte. Cher Christian, ce n'est pas un impôt, comme je l'ai entendu dire par certains. De eux-mêmes disent, impôt national de solidarité. Ce n'est pas un impôt. C'est une taxe indécente, une taxe impudente, une taxe imprudente, une taxe imbécile, mon cher Christian. Et je vais l'expliquer. Quand je dis indécent, quand moins de 2 semaines avant, M. Bourgi venait de rappeler ce qui est l'activité principale de M. Sassou Nguesso au niveau international, c'est-à-dire le fait que c'est un distributeur de millions en euros. Faut-il le rappeler, cher Christian, qu'un million et demi d'euros, ça veut dire 1 milliard. Et quand on sait que la taxe, cette taxe imbécile, cette taxe indécente, le but c'était d'avoir combien? 6 milliards. Mais qu'en même temps, les médias internationaux, effectivement, à la suite de l'interview de monsieur Bourgi, rappellent ce que nous connaissons tous, que monsieur Sassou Nguesso ne loupe pas une occasion pour donner effectivement des mallettes, disons, de millions d'euros. C'est indécent, Christian. Ils auraient pu tenir compte au moins du fait qu'on venait, disons, de réactiver cette information et que une année auparavant, c'est-à-dire en 2023, il y a eu effectivement, disons, toutes ces publications de libération pour dire, ben oui, monsieur Lucien Ebata, propriétaire ou, disons, gérant d'un hôtel, ben, pardon, disons, d'un gisement, ben, c'est effectivement l'intermédiaire qui distribue des millions d'euros pour rien, Christian. C'est indécent. C'est totalement incroyable. Bon, donc, ça, Christian, je dis, en fait, on s'est habitué que le plus souvent, on ne réagit même plus. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui entend, il dit, mais un instant, mais qu'est-ce que je viens d'entendre? Il va dire, mais c'est incroyable. Pour avoir combien? 6 milliards de francs CFA. 6 milliards de francs CFA, donc Christian. Oui, Bon, 6 6 milliards de milliards de francs francs CFA, ça. CFA, pardon, il y a quelqu'un qui disait 6 milliards de francs CFA, c'est presque le déjeuner de Jean-Jacques Bouillard qui C'est a ce que j'allais planqué plus dire. de 2000 milliards.
de francs C'est CFA à ce que, l'étranger. disons, ces gens-là donnent comme pourboire, disons, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir de ce que distribue l'homme à tout faire, disons, l'un des hommes du président, pour prendre une expression consacrée ailleurs, c'est-à-dire donc M. Lucien Bata, ça veut dire un pourboire. C'est ce que M. Sassou Nguesso distribue. Donc, pour montrer le degré de méchanceté, le degré de méchanceté. Donc, je disais que par rapport au contexte, ils auraient pu se dire, ben, un instant, il y a cette information qui vient de sortir, eh ben, écoutez, décalons. C'est-à-dire que attendons peut-être l'année prochaine. Ils n'ont pas pu se retenir. Pourquoi? Parce qu'il y a des réflexes. Il y a des réflexes qui sont là. Et je peux mettre ma main au feu que c'est une pratique qui existe depuis très longtemps. Et ce n'est pas une simple déclaration d'école, Christian. Il faut rappeler aux Congolais que à la conférence nationale, l'un des responsables de la SND, Société nationale de distribution d'eau, avait fait une déclaration de la conférence nationale pour dire que il y a un montant qui était ajouté dans les abonnements forfaitaires de tous les Congolais et que ce montant était viré automatiquement sur les comptes du président, sur les comptes de la présidence, uniquement, je veux dire, disons, pour sa vie à lui. Vous voyez, donc, 91, nous retrouvons cela aujourd'hui, ce qui veut dire que il y a une pratique qui existe là et qui est là depuis longtemps, qui avait été dénoncée à la conférence nationale et qui se reproduit. Donc, je mettrai ma main au feu, disons en pariant que si on gratte bien, on regarde, on trouvera d'autres taxes aussi imbéciles, aussi impudentes. Imprudentes aussi. Imprudentes, pourquoi je dis imprudentes, cher Christian? Un instant. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde la société congolaise, elle est chauffée à bloc. Tout individu, je vais dire, un peu sensible, se dirait, surtout pas à ce moment-là. Surtout pas à ce moment-là. Oui. Donc, non seulement c'est indécent, du point de vue du contexte, par le fait que, ben oui, l'opinion, c'est que, ben, effectivement, on a réactivé l'information sur laquelle M. Sassou Nguesso est un distributeur de millions. C'est impudent de par le montant attendu, c'est-à-dire 6 milliards, qui constitue uniquement les pourboires que Sassou Nguesso lui-même et ses sbires donnent, disons, aux personnalités qu'ils veulent effectivement appâter pour les défendre. Mais c'est imprudent de par le contexte. C'est-à-dire que à tout moment, Christian, la société congolaise peut basculer. Mais c'est également imbécile. C'est imbécile parce que, Christian, je ne cesse de dire, l'équipe de M. Sassou Nguesso et lui-même pouvaient avoir tout ce qu'ils font là, avec un peu plus de subtilité. Ils pouvaient tout avoir. Mais ils le font sans subtilité. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi font-ils les choses de manière aussi grossière? Pourquoi ils le font de manière aussi imbécile? Mais ça veut dire tout simplement que, ben, en fait, vous avez posé la question de départ, ils se fichent des effets que cela fait. Hein. Ils se fichent des conséquences au niveau des Congolais. Parce que, cher Christian, quand on connaît, nous recevons tous des images. C'est-à-dire que, ben oui, vous voyez, cher Christian, nous parlons du contexte, je veux dire, je dois peut-être, disons, faire la réforme. Nous sommes à moins de 2 mois de 2025, qui est effectivement l'année de l'émergence du L'année de Congo. Donc, M. l'émergence. Sassou Nguesso, ah oui, bon, M. Sassou Nguesso, qui multiplie les slogans 2025, année de l'émergence du Congo, ben, c'est au moment où, disons, on a quelques 2 mois de l'émergence du Congo qu'effectivement, il démontre que non, la situation est catastrophique. Donc, c'est quand même antinomique. Donc, il devait se dire, mais enfin, par rapport à la promesse que j'ai à faire de l'émergence du Congo, qui est dans 1 mois et demi, et effectivement, disons, disons cette taxe imbécile, ben non, c'est totalement antinomique. Ah ben non, même ça, c'est-à-dire que pour être conforme à leur propre proclamation, ils ne réussissent pas à le faire. Voilà. Parce qu'ils pouvaient quand même, je vais dire, disons, sauver les apparences. Les apparences, c'est beaucoup en politique, disons, mon cher Christian. Il y en a qui disent d'ailleurs que gouverner, c'est communiquer. Communiquer au sens effectivement politique du temps, c'est-à-dire c'est faire de la communication. Comment n'arrivent-ils pas eux-mêmes à coordonner la communication avec leur propre, disons, slogan, avec leur propre proclamation? Je ne sais pas comment faut-il appeler cela, sinon c'est de l'imbécilité. Voilà, c'est un régime grossier. Et C'est vraiment... évidemment, dans le même sens, en fait, c'est un peu comprendre comment expliquer ça, sinon quelle interprétation donner politiquement parlant de ce régime incarné évidemment par Denis Sassou Nguesso, faussement présenté un régime démocratique, mais tout le monde sait que c'est une dictature, où monsieur gère l'argent de tout un État comme sa poche.
Je rappelle ici pour nos téléspectateurs, mais beaucoup le savent, qu'en 2012, il a fait construire en Chine, dans la préfecture bien sûr de Yushu, un établissement scolaire primaire, à hauteur de 16 millions de yuan, en fait l'équivalent d'1,3 milliard de francs CFA, ce qui n'a jamais fait au Congo-Brazzaville. Et tout à l'heure, d'entrée de jeu, nous avons rappelé les nombreux scandales et l'argent qu'il partage. D'ailleurs, dernièrement, c'est Nzubadama qui est allé prendre 1,190 millions, je crois que c'était à Oyo. Il avait même été saisi au niveau de la frontière. Et donc, il utilise l'argent du Congo comme son argent de poche. Et pour après dire aux Congolais qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, tout est fini, alors que tout le monde sait qu'il y a encore beaucoup d'argent. Quelle interprétation politique peut-on donner à ce comportement qu'affiche Denis Sassou Nguesso? Je reviens à ce que je venais de dire, Christian. Les critères principaux d'un homme d'État, c'est quoi? C'est le sens de l'État, c'est le sens du droit, c'est le sens de l'humanité, puisque tu fais en principe un travail d'humanité, c'est-à-dire d'intérêt général, c'est-à-dire tu fais passer l'intérêt de la collectivité sur ton intérêt particulier. Quand vous regardez M. Sassou Nguesso, c'est totalement le contraire. Donc, j'utilisais l'expression de quelqu'un qui est inculte par rapport au droit, par rapport à l'État, par rapport à l'humanité. Mais le fait qu'il a perduré au pouvoir 40 ans, 41 ans, déjà, disons au mois d'octobre, nous sommes arrivés à quand même. Le fait qu'il est resté trop longtemps au pouvoir et qu'il n'a pas été, je veux dire, bousculé sérieusement, il s'ajoute généralement d'un point de vue psychologique un phénomène qu'on appelle souvent, disons, le sentiment ou le syndrome du bris ou du bris. C'est-à-dire que quand on reste longtemps, disons, au pouvoir et que, ben oui, vous n'êtes pas inquiété, en fait, On a vous même intégrez l'impression de spontanément. devenir un petit dieu, c'est ça. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est intouchable. Monsieur Sassou et ses sbires sont dans cet état. Je vous le disais l'autre jour que comment pouvait-on expliquer que on affame les Congolais et l'homme à tout faire de Monsieur Sassou Nguesso, un de ces hommes à tout faire, disant Monsieur Makossé se disent avec ceux qui l'entouraient, certains ministres, dont celui dont le nom était sorti effectivement dans les Panama Papers, Monsieur Itoa, se mettre là à chanter, danser en disant Tokotikate, ben tout. Mais c'est quoi? C'est la meilleure manifestation, la meilleure illustration de ce qu'on appelle, disons, le syndrome du bris, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus nous atteindre. Oui. Donc, voilà l'état dans lequel se trouve M. Sassou Nguesso et sa bande de malfaiteurs, que j'appelle des malfaiteurs, parce qu'il faut être des malfaiteurs, effectivement, pour faire ce qu'ils font. Savoir que, ben oui, ils ont essayé de montrer quelques images pour dire, ben oui, la rentrée. Non, nous savons tous que la rentrée s'est très, très mal déroulée dans l'essentiel, disons, du pays. Donc, ils vont prendre quelques images sur quelques écoles pour dire que ça se passe très bien. Nous verrons, nous aurons peut-être l'occasion de voir sur effectivement la distribution également qu'ils essaient de donner, semble-t-il, aux veuves ou aux familles pauvres. Mais on verra que c'est également une autre illustration, une autre preuve de ce que l'on appelle effectivement, disons, la manipulation. Donc, Christian, comment l'expliquer? Mais c'est tout simplement par le fait qu'ils sont incultes par rapport à ces trois paramètres, c'est-à-dire le droit, l'État, l'humanité, et ensuite le fait que la durée leur fait intégrer effectivement ce fameux syndrome du bris, où se disent que bon, on a tellement fait sans avoir, disons, des retours négatifs qu'on peut oser, ben, que nous sommes bénis par les dieux. C'est vraiment l'explication que je peux donner, hein, ben, c'est ça. Mais c'est du cynisme. Oui, Je ne mais peux à pas côté l'appeler de autrement. cela, il y a également la circulation judiciaire hors banque, s'il faut l'appeler comme ça, c'est-à-dire le fait d'utiliser l'argent et de payer, comme je le disais, d'entrée de jeu, les hauts fonctionnaires à la main, sans traçabilité. Et d'ailleurs, il y a même des invités qui nous ont dit, en fait, c'est peut-être pas une révélation, que ce serait aussi là une façon de promouvoir de la fausse monnaie, mais en fait, on paye les gens à la main, c'est ça. Et des soldats, des militaires, des officiers nous ont confirmé que eux également recevaient de l'argent à la main, mais ils n'émargeaient pas. Voilà, ils n'émargeaient pas, donc il y a l'argent qui circule comme ça. Et on observe cette même pratique au niveau de ce qu'ils appellent aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'Issungi qu'on appelle ça, c'est un peu de l'aide aux pauvres et aux orphelins, aux veuves.
Mais c'est de l'argent, c'est des enveloppes qu'on donne à ce qu'ils appellent eux, des pauvres, en fait. Des enveloppes d'argent sans émarger et sans statut spécifique. Donc, comme quoi on est allé chercher l'argent quelque part et ça circule hors banque, on peut remettre comme on veut. Et nous sommes là dans un pays. Un pays, et moi j'aime bien à rappeler, où il y a aussi une élite qui accompagne finalement j'allais dire ce réseau mafieux. Cher Christian, sur le phénomène lui-même, c'est-à-dire donc où les ministres sont payés en espèces, donc en liquide, les officiers supérieurs, etc. Mais c'est un phénomène constant dans les mafias, c'est-à-dire dans les camoras. C'est la preuve que l'État n'existe plus. On le dit, mais ça, c'est une illustration. Voilà. La distribution, le paiement, disons, de tout, je veux dire, disons, en espèces, c'est-à-dire en dehors des circuits formels, c'est la caractéristique d'une camorra, pour ne pas laisser les traces. Donc, je pense que si on devrait être dans Mais l'objectif, et c'est... comment expliquer la présence de cette élite intellectuelle, j'allais dire, congolaise, aux côtés de Denis Sassou Nguesso, sont en train de l'accompagner dans ses pratiques? J'ai l'habitude de dire que l'un des problèmes du Congo, c'est le fait que l'élite est légère, que l'élite est fragile, que cette élite, c'est une élite mercantile et toxique. C'est ça la caractéristique de cette élite. L'un des problèmes, et même pour l'avenir, c'est celui-là. Parce qu'il est, je vais dire, quasiment impossible de construire un pays sans la présence de l'élite, au-delà de tous les débats, élite ou pas. Non, non, non. On a besoin d'une élite parce que l'élite, c'est effectivement, je vais dire, disons, la technicité, parce que l'État, c'est quelque chose de technique. Nous ne pouvons pas nous passer de cette élite. Donc, comment faire? C'est là tout le problème. Maintenant, dans le passé et dans l'avenir, comment allons-nous faire? Donc, ça, c'est un problème. Mais venons à la question que vous venez de poser, cher Christian, de savoir, oui, ils distribuent effectivement, qu'ils essaient donc, Christian, dans le civil comme en ce qui concerne la collectivité ou le public, il faut faire attention. Quand quelqu'un, soit disant, pour vous venir en aide, appelle les caméras, donc vous donne une enveloppe devant les caméras, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Ce C'est-à-dire, n'est pas de la générosité, c'est de la manipulation, c'est de la com, c'est de la com, Christian. Rappelons, cher Christian, qu'il y a moins d'une année, c'est au cours de cette année même, c'est en 2024, et ils ont annoncé effectivement les fameuses statistiques démographiques que nous appelons statistiques démographiques fabriquées. Et c'est vrai. Mais Christian, si vous faites les statistiques, si c'est vraiment dans le sens objectif, ça veut dire que vous connaissez l'état de la population. Si c'était encore 2, 3 ans après, ben on aurait dit, mais peut-être... Non, non, non. Ils connaissent donc effectivement l'état des familles congolaises, c'est-à-dire les familles monoparentales, les veuves, les veufs, les pauvres et tout, tout, tout. Ce qui veut dire qu'ils ont des chiffres. Mais effectivement, ce que permettent les statistiques démographiques quand elles sont bien faites, c'est d'élaborer une stratégie, une politique en conséquence de cause. Par exemple, ce qui devrait ressortir par rapport à ce qu'ils ont voulu montrer, ce qu'ils ont voulu dire, c'est qu'ils prennent une loi, un texte, je ne sais pas, un décret, pour dire, bon, mais voilà, nous prenons une loi pour effectivement venir en aide à toutes les familles pauvres. Dans un pays miné par la corruption, miné par les détournements, je veux dire, disons, massifs, être en train de distribuer, je veux dire, des enveloppes comme ça devant les caméras pour dire que c'est pour venir en aide aux familles pauvres, Christian, c'est la manipulation. C'est même du cynisme. On n'expose pas les pauvres devant les caméras pour dire, ben, écoutez, prenez une petite enveloppe. Hein? Ça ne se fait pas, Christian. Donc, ce n'est pas un geste, je vais dire, positif qu'ils ont voulu poser. Ils ont voulu tout simplement, en quelque sorte, manipuler les Congolais, et en quelque sorte, dorer leur image pour dire, ben, contrairement aux critiques qu'ils ont fait, voilà ce que nous faisons. Dans un État, dans une société sérieuse, ça ne se fait pas. Mais Christian, je vous dis quelque chose. Quand j'ai vu ces images-là, où ils distribuent des enveloppes dont on ne connaît pas le montant, déjà sur la périodicité, si c'est, je veux dire, disons, dans le bon sens, si c'est effectivement, disons, pour atteindre effectivement l'objectif, mais il doit y avoir une régularité. Quand on aide, on dit, bon, mais oui, désormais, voilà ce que l'on va donner. Et cela, c'est-à-dire cette régularité, ne peut se faire que par un texte, pour dire ce sera chaque mois ou disons chaque trimestre ou bien disons chaque année. Tout cela, c'est imprécis. Donc,
cette façon, disons, je vais dire, disons, comment je peux l'appeler, artisanale de faire les choses, ça vient encore confirmer le fait que ben, nous ne sommes pas d'intérêt. Mais je disais que je vais vous expliquer quelque chose. Moi, quand j'ai regardé ces images, ça m'a rappelé un phénomène, Christian. Nous sommes en 87, 1987-88. Je suis un jeune enseignant. Et nous venions de créer la revue congolaise de droit. Donc, j'étais membre et je m'occupais principalement de la rubrique législation et réglementation. Vous allez voir, comprendre pourquoi je fais référence à cela. Et puisque le journal officiel ne sortait pas, je me déplaçais, puisque j'étais le plus jeune enseignant de l'établissement, c'est moi qui allais au secrétariat général du gouvernement pour aller chaque fois consulter les registres de lois, de décrets et tout, parce que le premier matériau de travail d'un juriste, c'est le texte. Donc, sans texte, en fait, ça ne veut rien dire. Et donc, j'allais consulter le registre des lois, le registre des décrets. On prenait effectivement, disons, les textes essentiels pour les mentionner, effectivement, disons, dans la rubrique législation pour aider, effectivement, les entreprises en place et puis, bon, le personnel enseignant. Et qu'est-ce qui se passe, Christian? J'arrive et donc dans le registre décret, je lis un décret. Vous voyez un peu comment généralement le décret est référencié. On va dire par exemple décret 2024-32, c'est-à-dire le numéro, l'année, et ensuite la date, c'est-à-dire par exemple, comme aujourd'hui, donc du 28 octobre 2024, portant. Donc on explique l'objet. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je tombe sur ce décret où il y a effectivement la référence, mais pas l'objet. C'est-à-dire, on ne sait pas à quoi, disons, sert ce décret. Je m'interroge, je dis, mais c'est pas possible. Ben, je vois dans le chef de service. À ce moment-là, effectivement, disons, ce service était là où se trouve le palais du peuple. Je dis, mais écoutez, il y a un petit souci là. Il y a un décret dont les références sont données, mais l'objet n'est pas précisé. Et le chef de service me dit, c'est comme ça. Je dis, mais comment comme ça? Ben, il dit c'est comme ça. Je dis, ben non, vous m'excusez, monsieur, mais je me suis déjà présenté auprès de vous. Je suis enseignant à la faculté de droit disons, enseignant à la faculté de droit et nous avons une revue congolaise de droit. On ne peut pas, disons, rapporter, disons, un décret dont l'objet n'est pas précisé. J'insiste, me dit, ah ben écoutez, je vais vous prendre rendez-vous auprès de monsieur le secrétaire général. Et effectivement, il me demande de passer 48 heures après. Quand je vais, il me présente auprès du secrétaire général qui est à ce moment-là, M. Nzungu. Il me reçoit très gentiment, il dit oui, oui, réexpliquer c'est quoi. Je lui explique le problème. Il dit, mais dit c'est comme ça. Je dis non, monsieur le secrétaire général, vous ne pouvez pas dire que c'est comme ça. Hein? On ne peut pas prendre un décret sans objet. J'insiste et il me dit, ah, bah, écoutez, je vais quand même vous dire la vérité. Et oui, je dis c'est quoi? Non, le chef ne veut pas. Je dis le chef c'est quoi? C'est le président. Mais comment pouvez-vous me dire ça? Il dit, ben oui, en fait, ce décret, c'est de l'argent qu'on donne aux enfants des personnalités qui ont disparu. Entendez, Christian? C'est de l'argent, c'est de l'aide J'ai qu'on entendu, donne. mais je n'ai pas bien compris. Eh oui, oui, moi également, au début, quand on m'explique là, ben, je suis totalement perdu. Il me dit c'est de l'aide qu'on porte aux enfants, aux descendants des personnalités de ce pays qui ont disparu. Et il me cite deux exemples. Mais je réfléchis, je comprends, mais je dis, mais monsieur le secrétaire général, mais c'est tout à fait à l'honneur, disons, c'est tout à fait à l'honneur du pouvoir que d'aider ces familles-là. Il dit, mais le président ne veut pas. Cher Christian, en fait, on comprenait ce qui se passait. C'est-à-dire que quand je vous ai dit une fois que M. Sassou Nguesso, c'est un redoutable maître chanteur, en fait, il se faisait passer comme le Messie auprès des enfants, des personnalités qu'il avait tuées. Hey, c'est comme ça. C'est tout de suite l'idée qui s'impose à moi. Moi, je dis à monsieur le secrétaire général, monsieur Nzungu, ça ne tient pas. Ben, il dit, non, le président ne veut pas. Et moi, il y a tout de suite cette idée qui me naît. Je dis, mais un instant. Mais si c'est pour effectivement aider ces familles, mais pourquoi effectivement, c'est pas mentionné de telle sorte que tout le monde se dit, ben, effectivement, c'est un régime qui est un peu En fait, conséquent ou vous bien êtes qui en est un train peu de dire, humain. c'était là un décret qui lui permettait de prendre en charge financièrement les enfants de ses victimes. C'est-à-dire, c'est ça. Oui, oui, mais en faisant passer cela comme un geste personnel, pas un geste de l'État. C'est-à-dire que, un peu, nous venons de parler, c'est pour ça que je vous dis que ça m'a fait penser à quelque chose.
Si c'est, je vais dire, disons, au sein de l'État, le décret est pris, eh bien, ces gens se reçoivent l'argent de la manière la plus formelle, c'est-à-dire la plus objective. C'est-à-dire, il y a des comptes qui sont ouverts et on sait qu'effectivement, l'argent, voilà. Mais si ce n'est pas comme ça, c'est-à-dire que M. Sassou Nguesso, disons, ses exécutants, vont prendre l'argent, on va dire, ben, écoutez, 10 millions, je ne sais pas, 1 million remet à telle famille. Les différents intermédiaires se servent. C'est-à-dire, on serre à la main. Mais, cher Christian, c'était une hypothèse qui m'était venue en tête. Je me dis, je vais vérifier. Et Christian, je vais rencontrer effectivement 2, 3 membres des familles, disons, des personnalités disparues pour ne pas effectivement, disons, donner l'impression que c'est la fiction. Je vais notamment rencontrer la fille de celui dont on disait qu'il avait été le chef du commando, disons, le 18 mars 1977. C'est sa fille, c'est une femme forte. C'était au quartier Makélékélé, vers le camp de la gendarmerie. Donc, elle était l'amie, disons, d'une de mes cousines. Donc, effectivement, elle me la présente et puis, bon, j'ai un peu du mal à m'y prendre. Je l'aborde et puis je dis, mais écoute, cette affaire-là, et puis elle me dit, euh, non, parlons pas. Je dis, mais non, mais je vais quand même comprendre. Elle me dit, ah, mais tonton est gentil. Christian, j'étais malheureux. Cette femme, la fille de ce capitaine, disant, dont on dit qu'il était effectivement le chef du commando, disant, qui avait tué le camarade Maringwabi, cette fille appelait Sassou Nguesso tonton et elle disait qu'il est gentil. Donc, Christian, pour vous dire à quel point, effectivement, ce pouvoir, M. Sassou Nguesso est un manipulateur. M. Sassou Nguesso, c'est un maître chanteur. M. Sassou Nguesso est cynique. Et si, par rapport à ce que mais j'avais élargi ça à 3 familles. Tous les enfants m'appelaient Sassou Nguesso tonton, c'est-à-dire donc celui qui était à l'origine, disons, des crimes, disons, de certaines personnalités, ben, ces enfants n'y voyaient que vent. Mais regardez Christian, les familles, nous avons parlé par exemple de Massamba Débat, le président Massamba Débat, dont on sait, monsieur, comment on l'appelle, monsieur, ben, voilà, le nom m'échappe, mais celui qui disait que, ben, euh, Ekondi Akala, voilà. Monsieur Ekondi Akala, membre du comité central, la nuit ou disons le jour où monsieur Marien Gwabi décède, et Sassou Nguesso, qui tout de suite s'était proclamé comme étant effectivement le successeur, appelle tous les membres du comité central. Monsieur Ekondi Akala raconte, c'est dans les vidéos, hein, vous pouvez regarder. Il raconte que quand il arrive là-bas, effectivement, il voit Sassou Nguesso descendre, et quand il descend, il voit donc Massamba Débat. Le monsieur Ekondi Akala dit que non, c'était le papa d'un de mes amis, c'est-à-dire le président Massamba Débat. Et quand Sassou Nguesso descend, voit Massamba Débat assis, il lui donne des coups de pied. Il donne des coups de pied à l'ancien président pour dire, mais pourquoi vous lui avez donné une chaise? Je ne sais pas si vous voyez le côté humain. Un ancien président, celui qui se dit donc le successeur de Marien Gwabi, donne des coups de pied, disons, à Massamba Débat et la chaise pour qu'effectivement il tombe à terre. Et qu'on dit à Kaladi qu'il était malheureux, disons, qu'il avait été choqué par ça. Mais comment pouvez-vous expliquer, Christian, que les enfants de Massamba Débat aient continué, disons, l'un de Oh, mais ses ce que enfants vous est mort dites il y a 2 ans est, là. est vrai en plus, hein. Moi, je connais les filles de Massamba Deva qui, finalement, aujourd'hui, sont aux côtés de Denis Sassou Nguesso. Sinon, la famille de Denis Sassou, ils De travaillent façon même dans générale, leur cabinet. C'est curieux. Et c'est ça qui, à quel jusque-là, je suis en train de vous regarder parce que je n'en reviens pas, je comprends pas. Mais sinon, je commence à comprendre un certain nombre d'éléments parce que avant, je me posais la question, qu'est-ce qui pouvait expliquer que les enfants, la plupart des enfants, des victimes de de Denis Sassou Sassou Nguesso, Nguesso, des personnalités dont tout le monde sait que c'est Sassou Nguesso qui les a assassinés, ces enfants ou leurs enfants sont curieusement très proche proches de Sassou Nguesso. de la famille Sassou Nguesso. Très proches, et ils Je, sont comme ça, voilà, ils sont financés, ils sont subventionnés, voilà, ils reçoivent de l'argent, et ne leur parlez surtout pas de Denis Sassou Nguesso, surtout pas au mal. Et ils seront les premiers à vous dire, ah non, 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 arrêtez. Et c'est ce que, voilà pourquoi je suis Christian, en train de vous regarder, parce que, alors là, j'avais raison de vous poser la question de savoir, finalement, Denis Sassou Nguesso n'a aucune limite. On se poserait même Christian, la question s'il est humain. c'est pas une analyse que je fais, c'est du vécu. Je vous dis que le texte existe mais il n'est pas publié, ce qui veut dire que l'argent sort de façon informelle
M. Sassou Nguesso apparaît comme étant le Messie, comme étant le bienfaiteur auprès des enfants de ses victimes. Donc, le montant, on peut dire, ben, total, en totalité, c'est par exemple 20, 30, 40, 50, 60 millions, mais c'est lui qui utilise l'intermédiaire. C'est pour ça que je vous dis que c'est un redoutable maître chanteur, qu'il est cynique. On ne peut pas l'expliquer Non, mais autrement. là, Donc, même quand vous voyez, le mot cynique devient trop petit. Je vais bien peut-être rappeler entendu, quelque chose ici. Moi, j'ai reçu, c'était dans les années 2019, 2000, ouais. non, 2009-2008, comme ça, j'ai reçu sur le plateau de télévision. Ce jour-là, je présentais le journal télévisé de 20 heures. J'ai reçu en direct le général Ngouelondele, qui fut d'ailleurs son directeur de la sécurité présidentielle pendant 10 ans. En direct, le général Ngouelondele dit: j'ai géré la direction de la sécurité du président Denis Sassou Nguesso pendant 10 ans. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Quand je disais à ce monsieur, tu ne vas pas là-bas, il n'irait pas. Il n'allait pas. Avant de se déplacer, je devais donner mon accord. Vous imaginez pendant 10 ans. Mais ce monsieur, quand il est allé en France, donc après, bien sûr, avoir perdu le pouvoir, vous l'avez expliqué tout à l'heure, 92, et quand il est revenu, il ne l'a plus reconnu. Et lui disait même, c'est fort probable qu'on ait, bon, enfin, là, j'avais trouvé ça un peu trop exagéré. Il disait, est-ce qu'on n'a pas changé son cerveau? Parce qu'il ne le reconnaissait plus. Je dis, mais vous ne le reconnaissez plus. Non, non, mais il fait des choses à l'extrême et très mal, très méchant. Ça, c'est le général Ngouelele qui le dit en direct sur un plateau de télévision. Mais j'avais suivi Bon, Christian. Vous voyez malheureusement, que quand on sort de ce plateau, bah, après, c'est moi qui étais menacé, coup de fil par là. Je dis, bah, écoute, c'est pas moi qui ai parlé, c'est un des vôtres qui vient de parler. Donc, lorsque vous m'expliquez ce principe avec des décrets où Sassou Nguesso prend Christian, l'argent de l'État congolais, l'argent du contribuable congolais et se passe pour, voilà, comme qui dirait, bienfaiteur, c'est bienfaiteur. le gentilhomme, le bienfaiteur, le philanthrope, avec l'argent Tout à fait. congolais. En fait, c'est son habitude, comme je l'ai dit, il gère l'argent du Congo comme sa poche. Voilà, comme voilà, une épicerie, comme on disait, quelqu'un disait, il gère le Congo comme une épicerie, quoi, familiale. Tout à fait. Vous comprenez le geste à l'endroit de ces soi-disant veuves qu'on exhibe devant la télé pour dire, ben mais Mais voilà, c'est quelle on nature, est des gens. c'est quelle nature d'homme ça? On ne comprend plus là, apparemment, Avec je veux lui, pas dire. avec ce régime, mon cher Christian, les mots ne sont jamais à la hauteur de la réalité. Jamais. Quand on va dire cynique, quand on va dire maître chanteur, la situation est tellement, ben, je vais dire, disons, grave que les mots ne veulent rien dire. C'est-à-dire que les termes qu'on utilise habituellement ne veulent rien dire. Comment peut-on faire chanter, comment peut-on effectivement manipuler les enfants des victimes, disons, en se faisant passer comme effectivement, disons le mécène. C'est Mais indécent, mais c'est comme ça. là, je constate qu'il est trop cruel. C'est curieux, ça. Mais vraiment, il est cruel et c'est Voilà, pas possible. tout à fait. Bon, après, il Voilà. faut chercher à comprendre pourquoi il fait ça. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il est revenu au pouvoir pour se venger. Voilà. Bon, Tout à fait. pourquoi se venger? Les Congolais lui ont fait Là, c'est quoi? son ancien. Bon, pour nos plus jeunes, il ne peut pas comprendre, mais tout le monde connaît M. Ngolondele, que ça a été le patron de la sécurité de Ngolodélé, l'État. c'est Mais le comme il patron. faut Il fut le rappeler, patron de la sécurité présidentielle. Oui, oui. toutes les Congolais d'une certaine génération le connaissent. Voilà. Donc, mais comme toujours, on chantait qu'il y avait, disons, le directeur de la sécurité d'État officiel, il y avait un homme effectivement informel qui était l'exécutant des sales boulots. Chez lui, c'est toujours comme ça. Il y a effectivement celui qui est connu et puis il y a effectivement, disons, les dessous. Bon, donc ça également, on l'apprendra plus tard qu'il y avait En effectivement fait, un est-ce homme de qu'on peut paille. penser que finalement, c'est sa nature, la nature, je parle bien de Denis Sassou Nguesso, c'est vraiment, est-ce que ce n'est pas vraiment sa nature, la méchanceté, la haine, mais j'allais dire la hargne? Parce que lorsqu'on Christian, l'observe, et je posais la question tout à l'heure, si vraiment il est humain, c'est incroyable. les faits sont têtus, Christian. C'est-à-dire la particularité avec lui, c'est que 41 ans au pouvoir, quand vous trouvez un phénomène, parce qu'il peut arriver que, ben oui, vous posiez un geste par inadvertance.
Mais quand effectivement le geste se reproduit 2, 3, 4, 5, 6 fois, 10 fois par fois, bon, ce n'est plus effectivement, je veux dire, disons, une maladresse. Ça veut dire qu'effectivement, c'est en lui. Donc, Christian, il y a eu la période d'avant, il y a eu la période d'après, c'est-à-dire donc 97. En fait, le mono nous cachait beaucoup de choses. Nous avons parlé de, disons, de cette taxe indécente, imbécile, impudente, Taxe de imprudente. solidarité. Mais voilà, dit impôt national de solidarité. Je rappelle, Christian, pour que les compatriotes comprennent, je rappelle que quand on dit impôt, pour prendre le terme cité, impôt de solidarité, c'est toujours lié à un contexte, c'est-à-dire que s'est-il passé pour qu'on prenne en quelque sorte un impôt, je vais dire, disons, spécial, pour effectivement résoudre ce problème. C'est-à-dire que c'est souvent ciblé. Il ne peut pas dire pourquoi un impôt de Il y a solidarité, c'est-à-dire toujours une solidarité par raison, rapport à il quoi? y a toujours une raison pour ça. Il y a un ciblage. Par exemple, vient d'y avoir une inondation qui a fait beaucoup de victimes, ben, qu'il y a effectivement, ben, bref, il y a eu une catastrophe. C'est ça qu'on appelle un impôt de solidarité pour résoudre ce problème. Il n'y a pas, disons, un événement, une catastrophe qui sont ciblés. Pour dire que même du point de vue terminologique, pour tous ceux qui ont fait finance publique, ben, ça ne tient pas debout. Hein, c'est pour ça que je vous disais que non, c'est encore l'illustration que ben, nous sommes dans une camorra, dans une mafia. Et je disais également, pour qu'on n'oublie pas, que si nous regardons bien, nous retrouverons cela, c'est-à-dire qu'il doit y avoir d'autres petits impôts comme ça. C'est dans les réflexes, c'est dans les habitudes. Vous voyez. Donc là, un peu comme l'affaire qui était en vogue, c'était l'affaire des terres. Ben, effectivement, quand on a bavardé, ben, écoutez, ils ont trouvé des astuces pour effectivement noyer la situation. Mais c'est la même chose, là, vous voyez, pour le fameux impôt national de solidarité. Quand effectivement les gens sont montés au créneau, ils sont retirés. Mais Mais c'est si là nous que je regardons, posais d'ailleurs la question à un de nos invités. Est-ce que la crise actuelle, la crise financière n'a pas été créée juste pour estomper un peu voilà, l'affaire des terres qui commençait un peu à gêner? Euh, Comme qui dirait en politique, quand on n'arrive pas à contenir une situation, il faut créer une autre pour essayer de tout à faire fait, écran. Est-ce qu'on n'est pas dans cette logique? tout est possible. Puisque un régime féroce comme celui de Sassou Nguesso fonctionne beaucoup plus par la manipulation, par la com, que effectivement par des gestes sains ou objectifs. Donc, non, tout est possible. Mais enfin, je veux dire, ne nous contredisons pas nous-mêmes. Chez lui, c'est systématique, c'est-à-dire les mesures antipopulaires. Donc, il fonctionne comme ça. Il est Alors, les dans un mesures, contexte. pardon, professeur, on va vers la fin de cette interview. Les mesures impopulaires, là, nous parlons de la crise financière et tout le monde est convaincu que c'est une fausse crise. Le Congo ne peut pas manquer l'argent, c'est de l'argent qu'on a planqué quelque part, la vérité c'est ça. C'est apparemment un modus operandi de Denis Sassou Nguesso de toujours voilà, vider les caisses de l'État à l'orée d'une échéance électorale, et nous l'avons vécu en 2015, il a fait ça, il a vidé les caisses. Après, il a créé des événements voilà, tragiques, une situation militaire. Est-ce on est en train d'aller finalement progressivement vers cette logique? Parce que rien ne justifie que l'argent puisse, voilà, les caisses puissent tarir. Est-ce qu'il n'est pas en train de réitérer son modus operandi? Cher Christian, je disais auprès de votre confrère, M. Makosso, M. Makosso, donc, de Jana TV, excusez. Monsieur Sir Donc, Makosso, oui. sur Makosso, oui, j'expliquais que l'avantage ou le tort, en ce qui concerne M. Sassou Nguesso, c'est qu'au bout de 41 ans, ben, vous avez à peu près, disons, sur chaque geste qu'il pose, vous avez à peu près, disons, des antécédents. Et j'avais expliqué qu'il y a des modes opératoires qui sont constants. C'est-à-dire, nous avons dit par exemple que quand il arrive en 1977, effectivement, c'est lui qui signe l'accord avec, disons, au lendemain de la mort de Marien Gwabi, c'est lui qui signe l'accord avec le patron d'Elf, patron d'Elf pour l'Afrique. Donc, euh, et l'argent, c'est-à-dire quand il signe l'accord, donc tout de suite, le Congo doit avoir l'argent. Mais Yombi est au pouvoir et Elf bloque l'argent. Et
Lui, donc, Yombi est renversé en 1969, mais F ne doit donner l'argent qu'en 1980. Donc, Sassou Nguesso qui signe un accord que Marien Gwabi avait refusé, parce que Marien Gwabi avait envoyé des experts pour venir renégocier la partie, disons, du Congo auprès, effectivement, du patron d'Elf. Et donc, disons, M. Taralo, le patron d'Elf pour l'Afrique. Et donc, dès le moment où Marien Gwabi décède, c'est-à-dire Marien Gwabi qui avait décidé de renouveler, qui avait donc fait appel aux experts algériens pour dire non, vous pouvez avoir plus. Qu'est-ce qui se passe? Sassou Nguesso signe l'accord alors qu'il n'est pas président. Donc, mais l'argent ne viendra qu'en 1980-1980, c'est-à-dire le temps il arrive au pouvoir. Donc là, c'est un élément qui vous démontre que chez lui, c'est constant. Le fait, effectivement, d'intégrer, déjà, le fait, on dit toujours, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, nous voyons là la technique qu'il utilise avec Elf. En 1977, il signe l'accord, l'argent ne vient qu'en 1980. Nous avons dit également la dernière fois qu'il va faire la même chose en 1997, c'est-à-dire, il perd le pouvoir, s'il y a quelqu'un qui est élu, mais Elf dit que non, il n'y a pas d'argent pendant 5 ans. Et donc, le pouvoir qui arrive, ce débat, rappelons à nos compatriotes que le nouveau régime, c'est-à-dire le régime élu qui arrive en 92, ne trouve rien. Le régime de transition, M. Milomou, ne trouve rien dans les caisses, rien. Et quand effectivement celui qui est élu, disons, arrive, et lui voit Elf, Elf lui dit que non, 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 tout a été déjà encaissé, disons, par votre prédécesseur, avec la dette la plus importante par tête d'habitant au monde. C'est ce que l'on disait à ce moment-là, que non, le Congo a la dette la plus importante, disons, par tête d'habitant. Et qu'est-ce qui se passe, Christian? Quand effectivement, toujours avec l'appui de Elf, bon, on renverse le régime démocratique, et bien l'argent arrive après. Vous voyez? Donc, vous prenez cette période, vous payez, donc, vous voyez, 77, 79, 80. 97, disons 2000, 97, disons 92, 97. Vous prenez, disons 2014, c'est-à-dire quand on arrivait effectivement à la période Super, où le voilà. poids est incertain. Et maintenant, vous voyez, donc vous voyez là, il y a des antécédents. Au moins 4 exemples qui démontrent que nous sommes dans la stratégie. L'autre mode, disons, opératoire, c'est lequel? C'est l'armée. J'ai toujours dit, j'ai expliqué plusieurs fois que Sassou Nguesso a toujours considéré que la meilleure façon de triompher au cours, disons, d'un événement majeur, c'est d'introduire l'instabilité, de telle sorte que le pouvoir devienne militaire, de telle sorte que la question de l'État se pose en termes militaires. C'est également un modus operandi. C'est ce qu'il a fait en 1977, quand effectivement Marien Ngouabi est tué. Tous les Congolais le savent. La vacance de poste était prévue par la Constitution du 24 juin 1973, qu'en cas de vacances de poste, vacances, disons, de la présidence, voilà ce qui va se passer. Il retire la Constitution. Pourquoi? On ne sait pas. Mais enfin, c'était ça dans sa tête. Je vous rappelle qu'il y a un Tchadien, un éminent Tchadien qui m'a dit que c'est lui qui a inspiré le fils Adélie. Ça, c'est l'information que j'ai eu il y a un mois. Quand Idriss Déby est décédé, disons le 20 avril 2021, nous avons fait une conférence disant ben, c'est curieux, il y a des similitudes entre ce qu'on appelait, disons chez nous, disons le comité militaire du parti et, disons, l'organe transitoire que venait effectivement, disons, d'instituer, disons, le fils Adibris. Ben, moi, j'ai eu l'information que non, c'est également lui qui avait inspiré le fils Adébis, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, vous voyez, il y a la conscience. Donc, il faut en avoir peur, disons, Christian. Il faut en avoir peur. Nous devons chaque fois faire un effort pour tirer les leçons de ce qui s'est passé dans le passé, ce que nous avons vécu, disons, dans le passé, dans ce pays. Monsieur Sassou Nguesso utilise les mêmes méthodes, je dis bien les mêmes méthodes. De toute façon, il se dit lui-même, mais pourquoi écarter une méthode, disons, qui donne de bons fruits, de bons fruits? C'est ce qu'il fait. Mais c'est à nous de dire, ben, ça, c'est déjà vécu. Donc, que ce soit la question, disons, de l'impôt, voilà. Que ce soit la question de la manipulation, disons, des familles, et que ce soit effectivement, nous allons le voir là, disons, l'utilisation de l'argent pour simuler, disons, effectivement, une crise financière, ou alors, disons, l'usage de la force pour l'instabilité et donc l'intervention obligatoire, disons, de l'armée sur la sphère politique, ça fait partie des constantes dans l'exercice et le maintien au pouvoir de M. Sassou Nguesso, de la conquête du pouvoir. Voilà ce que je peux vous Alors dire. donc, si Voilà. on tenait compte évidemment de cette logique, il faut craindre que d'ici là se produisent donc des événements tragiques au Congo-Brazzaville. On va prendre date et on va observer. Nous sommes bien sûr le 28 octobre 2024. Les Congolais pourront donc observer pour voir
comment va-t-il se comporter? Et vous verrez bien qu'après, on va nous parler d'une situation probablement tragique au Congo-Brazzaville. Et les Congolais devraient faire évidemment attention, comme vous l'avez dit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut à ce moment-là pour éviter évidemment que les Congolais vivent encore ce genre de drame. Alors nous allons terminer donc par une question, hein, c'est une question d'actualité, c'est un peu le Congo-Brazzaville qui a manifesté son intention, j'allais dire Denis Sassou Nguesso qui a manifesté son intention de rejoindre les BRICS. On l'a vu en Russie avec sa délégation. Bon, après, il y a eu cette médiatisation, évidemment, de sa visite en Russie. Mais en réalité, qu'est-ce que cela a produit? Quelqu'un me disait, mais attendez, c'est quand même un dogme de la France-Afrique. Qu'est-ce qu'il va chercher chez les BRICS? Christian, ben, les Congolais aiment dire que l'un des credos de M. Sassou Nguesso, c'est que le ridicule ne tue pas. Rappelons quand même que les BRICS, d'abord, ça a été les BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, et puis Chine. Donc, l'idée, c'est en 2001, ensuite, disons, validé en 2009. Donc, après, c'est devenu des BRICS. Donc, l'Afrique du Sud s'est ajoutée. Et puis, c'est des BRICS plus. L'idée, au départ, c'est l'économie. L'idée, au départ, c'est l'économie, disons, mon cher Christian. Donc, c'était pour assurer un contrepoids économique avant d'être effectivement un contrepoids géopolitique. Mais est-ce qu'au Congo, au Le petit... Congo-Brazzaville, on peut parler de l'économie vraiment, avec tout ce que nous observons là? C'est pour vous dire que on a du mal à comprendre ce qui se passe dans la tête de M. Sassou Nguesso. Le Congo est, si c'était du temps de ce qu'on appelait donc en 1955, c'est-à-dire donc Bandung, c'est-à-dire donc effectivement les non-alignés, ça se comprendrait. Ce n'était que politique. Encore que, encore que. Voilà. Du temps de Marien Ngouabi, on pouvait comprendre. Il avait ses défauts, mais son patriotisme et sa croyance, disons, c'est-à-dire ne souffrait pas d'équivoque. Voyez, donc du temps du Congo de Marien Ngouabi, on pouvait penser qu'effectivement, il était tout à fait normal que le Congo fasse des non-alignés. Mais quand on prend les briques, d'abord, au départ, c'est une organisation économique, géostratégique. Et ben voilà, donc, quel est le poids économique du Congo? Au moment où il se noie de plus en plus, disons officiellement, c'est-à-dire ils donnent eux-mêmes l'image que le Congo est, je veux dire, disons, en train, Est en disons, train de d'atteindre les fins. disparaître. Ça donne l'impression que Voilà. le Congo est en train de disparaître. Il veut rejoindre les BRICS qui est une organisation d'abord essentiellement, disons, des costauds économiques. Au moment où le Venezuela est rejeté, prenez quand même le Venezuela va avoir ses problèmes, le Venezuela et le Congo, c'est le jour et la nuit. Qu'est-ce que le petit Congo va aller faire, disons, dans les BRICS? Donc ça, c'est du point de vue économique. Du point de vue géostratégique, vous l'avez dit, Sassou Nguesso est avec les Occidentaux ou bien, disons, avec, voilà. Parce que quand on parle des BRICS, BRICS plus, disons, surtout, on sait que c'est une alternative, disons, par rapport effectivement au nord global, c'est-à-dire à l'Occident global, comme on le dit. Donc, sud global, disons, et puis l'Occident global. Sassou Nguesso est à situer où? Il est à situer où? Donc, moi, bon, écoutez, j'étais encore en train de revoir, ben, effectivement, cette émission, disons, sur France Afrique. Hein. Le patron d'Elf à ce moment-là, Albin Chalandon, il explique, ben, vous allez faire passer ça. Il explique exactement que, ben oui, Sassou Nguesso c'est un ami de la France, donc quand il venait de faire son coup d'État, il venait de faire son coup d'État et ben, je lui ai envoyé ma carte de visite et il m'a reçu. Et il explique, donc après effectivement, le Corse, disant, qui disait que ben, c'est à partir de Sassou qu'effectivement les affaires ont bien marché, eh ben, M. Alain Chalandon explique la même chose que, ben oui, j'ai envoyé ma carte de visite, il m'a reçu et les affaires ont très bien marché. Ben voilà, donc, ben, non, mais un instant, Christian. Donc, lui, il dit il n'était communiste que d'un pied. Que d'un pied. Autrement dit, l'autre pied était avec nous. Ça explique tout. Ça explique tout, cette question. Bon, donc, ben, voilà. Donc, ça vous ferait passer pour nos compatriotes pour qu'ils voient ce que dit le premier grand patron d'Elf, Alain Chanando, effectivement, disons, M. Sassou Nguesso, qu'il boit, je vais dire, disons, il boit à gauche et à droite. Ça le caractérise comme tout bon opportuniste. Il n'a pas de conviction, il manque d'humanité, ben, il manque du sens d'État, il manque du sens d'intérêt général.
Ben voilà, donc c'est comme ça. C'est parce qu'il s'est rendu compte, ah non, là, il y a un grand rendez-vous, il faut y aller. Ben, effectivement, pour montrer, je suis avec vous. Voilà, donc, voilà, je pense que c'est du Sassou Nguesso tel qu'on le connaît, rien C'est d'étonnant. du Sassou Voilà. Nguesso, il a dû être considéré comme un espion dans ce milieu finalement, parce que de toute façon, la Russie ou ses partenaires connaissent bien comment fonctionne le monde et ils savent Tout à qui fait. est Denis Sassou Nguesso. En tout cas, merci donc d'avoir été avec nous sur R7, professeur Félix Bankunda Pélé. Je vous laisse quelques secondes, hein, le temps qui reste pour finalement mettre terme à cette interview. Alors, c'est peut-être que vous avez une préoccupation, donc je n'ai pas posé la question. Tout simple. De M. Sassou Nguesso, nous en avons déjà parlé, beaucoup, suffisamment. Mais si nous nous fatiguons, c'est parce qu'effectivement, lui, il ne cesse d'en commettre. C'est tout simplement pour dire ceci, chère Christian. Prenons M. Sassou Nguesso au mot. Il a nourri ses compatriotes de slogans, de mensonges. Là, l'un de ses grands slogans, c'était qu'il est venu au pouvoir pour faire émerger le Congo. En 2025, cher Christian. 2025, c'est dans un mois et demi. Tout à Bon, disons fait. dans 2 mois, à peu près son temps. Il faudra qu'en 2025, les Congolais disent, ben, mais où est l'émergence du Congo puisqu'on ne fait que plonger. Voilà. Tout est effectivement, disons, tous les Congolais sont dans le désarroi. Toutes les activités de l'État, disons, je ne dirais pas, disons, qu'elles sont ralenties, mais que ben, elles sont quasiment mortes. C'est ça ce qu'il nous avait promis. La dernière fois, je vous disais que ce monsieur eh ben, nous avait promis effectivement l'émergence. Eh ben, c'est une camorra. Tout ce que nous avons dit là, au cours de cette interview, c'est effectivement la confirmation que c'est bel et bien une camorra qui est au Congo. Puisque, ben oui, les membres du gouvernement, les grands services publics sont payés, disons, dans des sacs d'argent, que ben, l'argent passe par le circuit officiel. Que, ben, effectivement, au moment où le patron d'Elf vient annoncer que, ben oui, il y a un nouveau gisement, c'est au grand plaisir des Congolais. Non, non, non. La misère ne fait qu'effectivement, disons, s'enraciner. Donc, si on est un peu conséquent, 2025, M. Sassou Nguesso doit rendre ses comptes pour dire, ben, vous nous avez promis l'émergence, eh ben, vous nous avez offert la Camorra, la misère, eh ben, il est temps effectivement que ben, ils s'en aillent dans l'intérêt des Congolais. Voilà, qu'ils s'en aillent et qu'ils rendent des comptes. Parce que ces gens-là Voilà. doivent rendre des comptes. C'est les gangsters, monsieur Christ. Évidemment, Voilà tout ce que c'est je ce peux dire. qu'on va retenir, qu'il s'en aille, qu'il donne une deuxième chance, j'allais dire, au Congo de se refaire. Merci, professeur Félix Bakunda Pélé. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur, juriste, politologue et constitutionnaliste. Merci d'avoir donc été avec nous au détriment de vos occupations. Grand merci. Merci, je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement pour nous aider évidemment à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs, à informer un plus grand nombre de Congolais surtout. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très prochainement. Merci.